Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV pour une nouvelle vidéo sur Warhammer Underworld Nightvault et en particulier la nouveauté à savoir Écho de Gloire, et ça je vous promets c'est un paquet que vous allez tous vouloir acheter. Alors oui, je vous ai spoilé sur mon avis sur cette extension, mais je pense vraiment qu'elle est indispensable. Si on a bien une à acheter, c'est celle-là. Première raison, c'est que si par exemple vous avez juste acheté une petite boîte à 22,50 parce que vous avez un ami qui a déjà la boîte de Shadespire ou de Nightvault et vous aviez juste envie de jouer avec lui, mais vous dites ben tiens mon paquet, bon j'aimerais bien un petit peu modifier des cartes, mais j'ai pas forcément envie de racheter une bande pour avoir que quelques cartes, et ben celle-ci elle est vraiment indispensable parce que vous allez vraiment avoir 62 cartes inédites et qui vont bien se marier avec vraiment plein de styles de jeu différents. On va les voir. Donc bien sûr il y a beaucoup de cartes. Donc pour gagner du temps, même je les ai déjà sorties, elles sont ici. Il y a 62 cartes. Si je passe une minute par carte, ça fait 62 minutes rien que pour ça. Je pense qu'il y a certaines qui vont même demander un petit peu plus de temps. Donc voilà, je vais en zapper certaines. Soyez indulgents surtout, parce que sans compter qu'il y a aussi les deux autres boîtes. Hein, je vous les montre là, elles sont là, elles attendent la prochaine vidéo. Vous voyez ces deux boîtes là, il y a de nouveau 60 cartes dedans. Ça fait un total de 180 cartes à peu près à regarder. Et je peux vous dire que je suis pas couché. Alors on va commencer avec les cartes d'objectifs. Donc vous voyez, hein, le symbole en haut vous le prouve bien, c'est universel, donc c'est pour tout le monde. Alors tout ou rien, marquez ceci à la troisième phase de fin. Si vous n'avez marqué aucune carte d'objectif à cette partie, dans ce cas, vous ne pouvez pas marquer d'autres cartes objectifs. Ce qui veut dire que vous allez, quoi qu'il arrive, en fin de partie, marquer ces 5 points. Donc l'idée de cette carte-là, c'est de tourner sa bande vraiment vers l'offensive en fait. Vous jouez des cartes d'objectifs, à mon avis, qui sont très gourmandes, c'est-à-dire que vous allez jouer toutes les grosses cartes qui peuvent se scorer que tour 3, je pense, et qui rapportent vraiment beaucoup de points dans un cas de figure absolument extrême. Et puis vous essayez en fait de ne pas les scorer, ou alors vous la scorez si c'est une qui va vous rapporter plus de points. Et puis à mon avis on se rend vraiment vers poutrage de l'adversaire, c'est-à-dire essayer un maximum de tuer l'adversaire, quitte à perdre en fait ses propres figurines, parce que vous êtes assuré d'avoir ces 5 points. Donc c'est une carte très intéressante parce qu'elle donne un archétype directement de deck. Et dès que vous avez une carte qui crée un archétype, et bien du coup, niveau méta, c'est vraiment une très bonne trouvaille. Hein. Donc voilà, carte très intéressante. Alors, implosion organique, marquez ceci immédiatement si un combattant ennemi est mis hors de combat alors qu'il tente de lancer un sort, d'accord? Donc ça peut être scoré si justement l'adversaire a plus qu'un seul point de vie, il fait un double critique sur son lancer de sort, du coup il subit une blessure et puis là il en décède. Ça peut aussi être scoré avec certaines cartes qui peuvent provoquer des blessures si un adversaire est en train de lancer un sort. Donc c'est un petit peu plus situationnel. L'avantage c'est que c'est une carte qui peut être marquée immédiatement. Bon, voilà. Hop. Ensuite, acculé, marquez ceci immédiatement si un combattant ami met hors de combat un combattant ennemi avec une action d'attaque qui réussit parce que la cible est piégée. Donc piégé, je vous rappelle, c'est quand la cible en fait peut pas reculer parce que vous pouvez pas la repousser, parce que du coup soit il y a un mur, soit une case infranchissable, soit c'est le bord du jeu, hein, donc le mur, ou soit des adversaires. Donc il y a une possibilité justement avec des bandes comme justement les épines-ronces de passer à travers et de créer en fait une sorte de mur à travers l'adversaire pour pas qu'il puisse reculer. Alors ça demande quand même d'avoir soit une arme qui fait recul automatiquement, soit de pouvoir réussir quand même à passer vos attaques, parce que du coup c'est bien beau de mettre tout ça en place, mais si on n'arrive pas à scorer la carte, ça peut être compliqué. Après, à voir, parce qu'il y a aussi des cases qui deviennent infranchissables, vous savez, on peut jouer des cartes, justement, la pluie hein, qui vous met les petits débris en fait d'ombre vert, qui rend une case infranchissable. Du coup, on peut jouer avec ça, en fait, essayer de justement placer une sorte de piège, et puis jouer un deck là-dessus. Vous verrez qu'il y a pas mal de cartes qui sont basées là-dessus, sur le fait que l'adversaire puisse pas reculer, ou qu'on marque des points, ou des choses comme ça. Espoir brisé, marquez ceci à une phase de fin si votre bande a mis hors de combat au moins un combattant ennemi exalté à la phase d'action précédente. Ça, à mon avis, c'est une carte qui est pas mal, parce que du coup, si vous êtes tourné vers l'attaque, en général, les bandes ennemies vont s'exalter
toujours plus ou moins facilement. Après, il peut y avoir des petits combattants qui vont s'exalter, donc des cibles plus faciles que le chef, par exemple. Vous voyez, par rapport à une carte qui dit tuer le chef adverse, le chef en général c'est celui qui a le plus de blessures, donc c'est-à-dire le plus de points de vie. Ça peut être compliqué justement de l'achever, alors qu'un petit combattant qui est exalté, souvent il va avoir des conditions assez simples pour s'exalter, et bien du coup, voilà, vous pouvez le marquer facilement. Donc c'est une carte qui se réfléchit. Marquez ceci à une phase de fin si tous les combattants amis survivants, au moins 3, ont chacun au moins une amélioration. Alors là, dans ces cartes-là, il faut faire attention parce qu'ils vous disent tous et chacun. Donc ça veut dire qu'il vous faut un minimum de 3 combattants. Mais si vous avez 4 combattants, il faut que les 4 combattants aient une amélioration. Donc, bon, je ne suis pas ultra fan. Après, dans un deck... Alors ce qui est bien, c'est que le dessin, là, ça laisse justement supposer que quand il y a les Kharadron Warlords qui vont sortir, ils vont vraiment être tournés vers l'amélioration, ce qui est assez logique, hein, les gars ils sont équipés avec des grosses armures, des générateurs, machin truc, donc voilà, ça donne une idée, mais après, là, tout de suite, dans l'idée, peut-être avec je sais pas, j'allais dire les Skaven, peut-être, mais comme ils peuvent être ciblés, je sais pas, bon, peu importe. Donc pour l'instant, j'ai pas trop d'idées de deck, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, vos combattants, ils vont chercher à être améliorés, et vos cartes d'amélioration, vous êtes obligé d'en jouer 10, donc quoi qu'il arrive, il y aura 10 améliorations à mettre si vous réussissez à les piocher, donc on peut supposer que ça puisse rentrer dans chaque deck. Après, il faut aussi orienter son deck, pour pas que ce soit que le chef qui soit boosté, parce que souvent, on a beaucoup de cartes d'amélioration pour un seul combattant qui va être surboosté, qui va être la machine à café, mais bon. Alors, grande mêlée, marquez ceci à une phase de fin, si au moins 3 combattants ennemis ont subi des dégâts à la phase d'action précédente. Alors, ces cartes-là, pour tout dire, moi je les trouve un petit peu compliquées, toutes celles où il faut réussir des actions d'attaque, etc. Parce que déjà, ça veut dire que sur les 4 actions, il y en a 3 qui ont causé des dommages. Après, il faut que là, il y ait 3 combattants ennemis différents. Donc il faut qu'il y ait encore 3 combattants ennemis sur la table, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous piochez votre carte. Donc, je dirais bof bof. Ensuite, marquez ceci immédiatement si le premier combattant mis hors de combat à ce round est un combattant ami. Ça, c'est très fort quand votre bande, justement, est tournée vers le contrôle et pas, justement, la poutre, en fait. Vous n'allez pas faire d'action d'attaque. Si vous êtes parti sur du contrôle de zone, et ben ça va être super fort parce que l'adversaire, lui, bien sûr, va vouloir vous taper, il va vouloir vous virer d'un objectif. Et bien du coup, comme c'est une carte qui se marque en plus immédiatement et que vous, du coup, vous n'allez pas utiliser d'action d'attaque, vous allez quasiment être sûr de pouvoir la scorer. Donc dans un deck qui est adapté, je pense que c'est une très bonne carte. Au coude à coude, marquez ceci à une phase de fin si vous et un de vos adversaires êtes à égalité de points de gloire et vous en avez au moins un. Un petit peu compliqué parce que c'est une carte qui est hyper situationnelle. Donc dans un deck à thème, on serait ambiance hasard, quelque chose où il y a beaucoup de lancers de dés pour résoudre les cartes, quelque chose qui est basé un peu sur le fun, un truc orc ou gob. Pourquoi pas, dans l'esprit, mais à jouer en mode compétitif, non, je pense pas, parce que c'est trop compliqué, puis surtout, on va pas se restreindre de marquer un point, sous prétexte qu'on voudrait marquer cette carte-là, ce serait anti-combo. Alors, pas des héros. Marquez ceci à la 3e phase de fin, s'il y a au moins 3 combattants amis survivants, et qu'aucun d'eux n'est exalté. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal si justement... Alors il faut faire des dessin de Skaven. Pourquoi? Parce que les Skaven, c'est vous qui allez choisir quand ils vont être exaltés. Alors que par exemple, si on prend Steel Earth, par exemple, dès que vous faites une réussite sur leur sauvegarde, ils vont être exaltés, quoi qu'il arrive. Donc là, vous avez le contrôle. Il faut la jouer bien sûr avec une bande où vous avez du contrôle. Et le petit truc aussi, c'est qu'on pourrait se dire, je vais jouer très offensif, perdre mes figurines, c'est pas un problème. Là, on vous demande quand même qu'il en reste au moins 3. Bon, du coup, c'est un petit peu limitant, je trouve. Voilà, je sais pas quoi en penser, à voir. Alors oui, j'aurais pas forcément un avis sur toutes les cartes, hein. Vous imaginez 180 cartes où j'essaie de voir toutes les possibilités, c'est pas possible, pas pour moi. Donc du coup, je vous donne mon avis au mieux. Après, bien sûr, disclaimer power, ça demande comme tout à être joué, à être pratiqué. Vous voyez, hein, déjà dans mon avis par rapport aux cartes de Nightvote que j'ai données, suite à toutes les parties que j'ai pu faire, il y a déjà des cartes où je trouve qu'elles sont plus intéressantes que ce que j'imaginais, et d'autres cartes qui sont bien évidemment moins intéressantes que ce que j'imaginais. Donc, toute réserve gardée, on continue.
Alors, manœuvre d'ouverture. Marquez ceci à une phase de fin si vous avez marqué au moins une carte d'objectif à la phase d'action précédente. Et ça, bah, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique si vous jouez avec beaucoup de cartes qui peuvent se scorer immédiatement. Si votre deck, à la limite, contient presque que ça, bah là, ça vous fait une carte facile qui va être jouée, qui peut être facilement réalisable. Et puis, alors après, il faut avoir un bon tirage. Parce que mais si on arrive à un moment donné avec des cartes qui sont quasiment toutes marquer immédiatement, ce que je pense qui est une tendance, enfin moi c'est la tendance que j'ai envie de développer. Pourquoi? Parce que du coup vous économisez et vous recyclez vos cartes directement. Donc ça peut être une carte qui peut venir s'intégrer parce que justement elle se déclenche assez facilement. Et il n'y a pas de contrainte en fonction de l'adversaire. Alors, trésor sacrifié, marquez ceci immédiatement si un adversaire défausse 3 cartes d'objectif à une phase de fin. Alors là par contre c'est tout le contraire, c'est une carte qui dépend complètement de l'adversaire. C'est-à-dire que quel que soit ce que vous fassiez, ça va dépendre d'une action de l'adversaire. Et qui est en plus un petit peu compliqué, hein, parce que défausser 3 cartes d'objectif, bon voilà. Alors je pense qu'il faut bien meubler des cartes, toutes les cartes peuvent pas être forcément jouables. Bon après, celle-ci elle a le mérite d'être fun. Si vous voulez jouer en mode fun, pourquoi pas. Après, grosse idée aussi, c'est que j'aimerais bien un jour faire de l'anti-tournoi, c'est-à-dire que vous faites un deck, et vous le donnez à l'adversaire, et il doit marquer le plus de points avec ce deck-là. Et justement, ça fait partie des cartes contre-productives, donc voilà, si vous voulez jouer avec un petit peu de fun, malgré le fait que ce soit le jeu compétitif ultime, il y a toujours moyen de s'amuser. Alors, force brute, marquez ceci immédiatement si l'action d'attaque d'un combattant ami réussit contre un combattant ennemi ayant en soutien au moins 2 combattants de plus que le combattant ami. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit 3. Pourquoi pas? Pourquoi pas, si vous avez une grosse attaque, si vous êtes sur une bande assez faible. Après, déjà, on peut se dire que si l'adversaire a 2 soutiens, c'est que c'est une bande plutôt nombreuse. On peut imaginer les Skaven, on peut imaginer les squelettes, les fantômes. Donc, pourquoi pas? Après, le problème, encore une fois, c'est que il faut que l'adversaire il se soit mis dans cette situation-là, justement de soutien. Donc là, encore une fois, pour juste un point, ça paraît un petit peu compliqué. On continue. Tactique combinée. Marquez ceci à une phase de fin si vous avez marqué au moins 2 objectifs à la phase d'action précédente. Donc ça, c'est un petit peu la même chose que l'autre, avec, qui était juste là, je ne sais plus comment elle s'appelle, hop, on la reprend. Manœuvre d'ouverture, voilà. Sauf que celle-ci, elle vous rapporte 2. Voilà. Et évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut avoir scoré 2 objectifs. Donc, je sais pas, pourquoi pas. Dans une thématique toujours avec ce deck-là, où on aurait que des... On pourrait mettre ces 2 cartes-là, et puis après faire que des cartes qui scorent immédiatement. Alors, l'union fait la force, marquez ceci immédiatement si toutes les cartes adjacentes, toutes les cases adjacentes à un combattant ennemi, autres que les cases bloquées ou incomplètes, contiennent des combattants amis. Et vous voyez, vous mettez les spectres, en effet, parce que c'est avec eux que ça va être le plus facile à réaliser. Et ça, je pense que c'est une carte que je vais avoir envie d'essayer, parce qu'il y a moyen toujours un petit peu de bloquer le terrain, et surtout que là, la récompense est plutôt bonne, parce que c'est 2 pastilles. Et... je pense aussi que dans le métagame du jeu, ça va être aussi intéressant de trouver des cartes qui vous rapportent beaucoup de pastilles. C'est-à-dire qu'entre une carte qui va être scorée facilement et une autre qui peut être scorée un peu plus difficilement, mais quand même malgré tout jouable, le fait qu'elle gagne 2 points au lieu d'1, ça va peut-être être préféré. Voilà. Donc après aussi à voir en fonction des styles de jeu, mais mon conseil, moi je m'oriente plus là-dessus. Et c'est vraiment d'avoir des cartes très efficaces, qui se scorent évidemment facilement, ça tout le monde le fait, mais essayer de privilégier aussi celles qui rapportent plus. Alors, frais et dispo, marquez ceci à une phase de fin si aucun combattant ami n'est hors de combat, et si aucun combattant ami n'a de pion de blessure sur sa carte de combattant. Donc ça, si vous jouez, là vous voyez, hein, j'aime bien parce que ils vous mettent les dessins, ça, on imagine, hein, c'est Steel Heart, donc évidemment, Steel Heart, pardon. Donc si vous êtes vraiment dans un mode très défensif, avec les plateaux mis dans le sens vraiment de la longueur, et d'être vraiment très loin, déployer très loin de l'adversaire, si vous voulez premier tour, il y a presque aucune chance, hormis si l'adversaire a des tirs ou s'il peut faire une petite action spéciale, que vous ayez pris des blessures. Donc c'est une carte très défensive qui, dans un deck vraiment orienté là-dessus, hein, genre je me protège, peut être jouée sans problème. Pas d'ouverture. Marquez ceci à une phase de fin si votre adversaire n'a marqué aucun objectif à la phase d'action précédente. Ça, c'est pareil. Je pense que c'est intéressant quand on joue avec des petits decks, justement des boîtes de base. Après, si on est en mode tournoi compétitif, l'adversaire en face, ça va être un bon joueur, il va réussir, il va réfléchir, il va trouver des moyens de marquer des points. Donc il y a peu de chances que cette carte puisse être utilisée.
Pied lest, marquez ceci à une phase de fin si tous les combattants amis survivants, au moins 3 toujours, ont effectué une action de mouvement à la phase d'action précédente. Et je vous rappelle bien sûr qu'une charge, c'est aussi une action de mouvement. Donc, très bonne carte. Très bonne carte parce que justement, là encore, en plus, l'intérêt c'est que par rapport à une charge c'est qu'il faut aller au contact de l'adversaire et faire une attaque. Alors que là, c'est juste du mouvement, donc ça peut être encore une fois défensif. Genre, vous déplacez vos 3 persos sur 3 objectifs, hop, vous marquez pied lest, vous marquez suprémaciste, formidable, vous avez 4 points en 2 cartes, ce qui est plutôt très bon. Alors, favori, marquez ceci à une phase de fin si un combattant ami survivant a au moins 3 améliorations. Donc ça peut être pas mal justement dans la thématique d'avoir un boss surboosté avec beaucoup d'améliorations et qui va faire la machine à café tout seul, il fait le café, il fait la machine, il nettoie votre tasse ou il vous sucre, il fait tout. Et là du coup, justement, dans ce deck-là, ça peut être sympathique d'avoir cette carte-là. Alors c'est qu'un point, mais c'est pas mal. Ensuite, bon départ, marquez ceci immédiatement si le premier combattant hors de combat à ce round est un combattant ennemi. Donc ça, on peut essayer de la jouer en mode pari si justement on est tourné vers l'agression, avec Magor par exemple, ce genre de liste. L'inconvénient c'est que ça dépend sur quoi on tombe. Si on tombe sur de Stormcast assez balèze, il y a un petit risque que ce soit pas le cas. Donc à voir. Je la trouve moins fiable justement que son pendant, à savoir l'autre où c'était votre personnage qui était détruit en premier. Parce que ça on peut le choisir, on peut choisir de ne pas taper. Alors, décapitation foudroyante. Marquez ceci à une phase de fin si votre bande a mis hors de combat un leader ennemi à cette phase et que ce leader a été le premier combattant mis hors de combat à cette partie. Donc du coup, ça veut dire on met tout sur le chef et là du coup, vous scorez cette carte-là. C'est pas mal. Alors, est-ce que c'est rétroactif? Je relis, marquez ceci à une phase de fin. Si vous montrez un leader de combat, un leader ennemi à cette phase. Non, c'est à cette phase. Du coup, si le leader a déjà été tué et que vous piochez cette carte, c'est une carte morte. Après 2 points, c'est quand même intéressant à voir, mais ça peut paraître un petit peu peut-être aussi compliqué. Alors, domination totale, déjà c'est intéressant parce qu'on voit toutes ces pastilles. Marquez ceci à la 3e phase de fin s'il n'y a aucun combattant ennemi survivant et qu'aucun combattant ami n'est hors de combat. C'est chaud. C'est chaud parce que déjà, détruire la bande adverse, c'est difficile. Alors si en plus on doit avoir perdu personne, je pense que c'est une carte assez compliquée. Et sur certaines bandes, avec des persos qui reviennent tout le temps, les Skaven, les morts-vivants, ça peut être difficile. Mais bon, une carte qui vous donne 6 points, c'est quand même plutôt pas mal. Par contre, après, voilà, on ne peut pas tout avoir. Hein. Alors, tueur de sorcier, marquez ceci immédiatement si votre leader a mis hors de combat un sorcier ennemi. J'aime pas trop, parce que il y a 2 conditions, faut que ce soit votre leader, faut qu'il y ait un sorcier en face. Et pour l'instant, évidemment, toutes les bandes sont pas, ont pas de sorciers, et bien évidemment, celles de la première saison de Shadespire vont pas en avoir, ce qui veut dire que dès que vous jouez contre quelqu'un qui a une bande assez ancienne, automatiquement, la carte va pas pouvoir être réalisable. Donc, bof. On continue avec les cartes de manœuvre, et puis on va commencer avec les cartes qui vont intéresser que ceux qui ont des sorciers, donc des nouvelles bandes. Il y en a que 3, hein, vous voyez, ils auraient pu être un peu plus... j'allais dire mesquins, et puis mettre, je sais pas, un tiers en moins des cartes en manœuvre de sort, et du coup ça aurait été un peu moins intéressant. Écho de gloire, pourquoi? Parce que ces cartes-là s'adresseraient évidemment que à la 2e saison, que tout ce qui est sorti avec Nightvolt. Donc là, 3 cartes, c'est pas fou. Donc encore une fois, ça continue dans l'optique où la magie, ça révolutionne pas le jeu, pour l'instant. Après, avec ce que j'ai vu des autres cartes aussi, il n'y a pas un déséquilibre comme on pouvait craindre à un moment donné en se disant bah ouais ok, mes anciennes bandes elles sont obsolètes. Pour l'instant, j'ai pas du tout ce sentiment-là en tout cas. Et puis le fait qu'il n'y ait que 3 cartes, ça encourage pas non plus à se dire voilà, faut absolument que je joue de la magie parce que ces cartes sont incroyables. Alors on y va, sphère de Heish. Donc manœuvre de sort avec 2 canalisations. Si ce sort est lancé, les actions d'attaque de la prochaine activation ont plus 1 dé. Bon voilà, je trouve pas ça exceptionnel. Alors fendre la terre, manœuvre de sort, toujours aussi 2 canalisations. Si ce sort est lancé, tous les combattants adjacents au lanceur subissent 1 dégât. Bon, ouais c'est pareil. Vous voyez les sorts, je trouve pas que ce soit hyper attrayant. Ça peut être sympa si vous avez un jeu qui est basé autour des sorts, d'avoir justement plein de cartes de sorts à lancer pour justement réussir à faire des objectifs, hein, on le verra dans
dans une autre vidéo. Mais du coup, vous voyez, sinon, bon bah voilà, on peut pas dire que ça déséquilibre le jeu. Sphère d'Ulgu, donc manœuvre de sort avec une focale. Si ce sort est lancé, les actions d'attaque de la prochaine activation ont moins 1 dé, jusqu'à un minimum de 1. Donc ça, bien sûr, hein, vous le lancez pendant votre tour pour le tour adverse. Donc voilà, pour ces 3 petites cartes qui, bon, sont pas... c'est pas elles qui vont vous faire acheter le paquet. Par contre, les petites cartes qui sont ici, mes amis, ça va être tout à fait autre chose. Alors, on va commencer avec les cartes de subterfuge. Donc réaction, vous verrez qu'il y a beaucoup de cartes de réaction. Donc jouez ceci au cours d'une action ou d'une manœuvre qui utilise le pion de déviation. Après l'avoir placé, mais avant de jeter les dés, choisissez l'orientation du pion de déviation. Donc ça, c'est l'adversaire va vous lancer quelque chose. J'imagine bien en fait le boulet, justement, là, le fanatique gobelin là, qui va partir. Il s'est bien aligné, et puis en fait vous vous dites, bah non, on va aller dans l'autre sens, et puis du coup, bah, il y a des chances qu'il reparte sur ses potes. Alors sachant que vous allez choisir l'orientation, mais c'est quand même l'adversaire qui va choisir en fait comment utiliser les dés. Donc bon, c'est juste rigolo, ça va l'embêter un petit peu, mais après je pense pas que ça va... Il y a des coups rigolos à faire, quoi, voilà. Alors, énergie incontrôlée. Choisissez une case fatale, jetez un dé d'attaque pour chaque combattant sur ou adjacent à celle-ci, sur un marteau ou un critique. Le combattant pour lequel le jet est effectué subit un dégât. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que vous avez des cartes, une carte justement qui permet de poser une zone fatale. Donc vous posez cette zone fatale, et puis c'est comme si vous faisiez un dégât de zone en fait, hein, tout simplement. Donc ça demande 2 cartes, bien évidemment, il faut avoir les 2 cartes en même temps. Après, il faut jouer préférentiellement bien sûr avec les plateaux qui ont déjà des cases fatales, mais il y a quand même moyen. Je savais dans une précédente vidéo, je vous avais parlé d'un deck aussi orienté dégâts indirects, c'est-à-dire toutes les cartes de subterfuge qui mettent des dégâts. Donc pas besoin d'aller chercher l'adversaire, et vous limez comme ça un petit peu, vous enlevez des petits points de vie par-ci par-là, et puis ça peut permettre de scorer des cartes d'objectif justement qui permettent d'éliminer la bande ennemie en 2 tours. Alors, énergie incontrôlée, voilà. Carte assez intéressante. Vision fabuleuse, choisissez un combattant ami qui tient un objectif, il devient exalté. Donc ça c'est super fort avec les nains. Ah non, pas trop. Par contre, c'est super fort avec d'autres bandes, justement, ou quand vous avez un combattant qui est difficile à exalter. Bah justement, par exemple, la reine des ronces, moi je trouve que j'ai pas envie, comme elle a une attaque qui porte à 2, j'ai pas envie de l'emmener au corps à corps. Par contre, j'aimerais bien qu'elle soit un petit peu exaltée, et comme du coup j'ai pas envie de l'emmener au corps à corps, ça veut dire que l'adversaire me charge, j'ai pas forcément envie qu'il me charge, je fais pas ça. Par contre, c'est tout à fait possible d'être sur une case d'objectif, de pouvoir scorer un objectif, de pouvoir lancer les ronces à 2 cases de distance, et puis avec cette carte-là, de quand même être exalté. Donc, à voir, mais je pense que c'est une carte qui peut intégrer pas mal de decks. Surtout si vous avez besoin que votre perso soit exalté. Hein. Après, il y a des bandes, là on le verra peut-être avec les autres, où on a moins besoin de l'exaltation. L'exaltation, c'est pas, c'est un petit bonus, mais ça révolutionne pas la vie. Donc voilà, à voir. Échange rapide. Choisissez 2 combattants amis adjacents qui ont chacun au moins une amélioration qui pourrait être appliquée l'un à l'autre. Prenez une amélioration de chaque combattant et donnez-la à l'autre. Chaque combattant doit pouvoir recevoir l'amélioration en question. Donc là, j'avoue que j'ai pas encore trop vu l'idée derrière ça. Alors c'est une possibilité, une porte ouverte. Je sais pas, peut-être avec les tomes Catophrane, ou je vois pas encore trop l'idée du deck, mais en tout cas c'est une carte qui permet des possibilités intéressantes. Saut mortel, choisissez un pion d'objectif, tout combattant sur la même case que cet objectif subit un dégât. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'en général l'adversaire, enfin souvent hein, on peut être sur un objectif ou être dessus, pas forcément parce qu'on a envie de le marquer, mais parce qu'on n'a pas envie que l'adversaire le marque, si on se dit que peut-être il va jouer les objectifs, et là du coup, vous voyez, vous choisissez l'objectif que vous voulez, hein, donc du coup ça vous fait encore une carte qui va mettre des dommages. Voilà, j'ai vraiment envie d'essayer ce deck. On verra. Peut-être que dans un futur rapport de bataille, on verra. Alors, uppercut. Plus 2 dés pour la première action d'attaque d'un combattant ami à la prochaine activation. Vous ne pouvez pas effectuer de jet de défense pour ce combattant. Cet effet persiste jusqu'à ce que ce combattant soit hors de combat ou jusqu'à la fin du round selon ce qui se produit en premier. Donc, s'il n'y avait pas la deuxième condition, franchement, ce serait pas top. Par contre, là, super fort. Pourquoi? Parce que bien sûr, vous le faites en dernier. Quand il reste qu'au pire une activation, votre perso ne pourra pas faire de défense, mais vous vous dites qu'a priori, il sera dans une situation où il n'aura pas besoin d'en faire, et vous avez quand même plus 2 dés. Et plus 2 dés, c'est assez fort. Donc je pense que c'est une carte qui est très très intéressante. En hardi, réaction, jouez ceci après une action d'attaque qui vise un combattant ami et échoue. Retirez un pion de blessure de sa carte de combattant.
Pourquoi pas, ça peut être une carte sympa si vous avez justement des grosses figurines, genre tous les Stormcast qui ont 4 points de vie. Ça peut être bien parce que souvent les autres bandes elles ont besoin de 2 attaques pour vous taper. Donc comme c'est pas une carte d'amélioration, vous pouvez vraiment cibler n'importe quel combattant. En plus ça peut être assez facile. Je pense que pour Steelheart c'est vraiment une très bonne carte. Après pour d'autres bandes, souvent vos persos ils sont assez faibles, ils vont succomber directement, donc c'est un petit peu moins intéressant. Illusion déconcertante. La première fois qu'un combattant devrait effectuer une action de mouvement, à la prochaine activation, son joueur effectue à la place une déviation X depuis sa case et la pousse le long de la chaîne, jusqu'à la case de fin. X est la caractéristique de mouvement du combattant. Si ce dernier ne peut pas être poussé sur une case, la poussée se termine sur la dernière case où il peut se rendre, placer un pion mouvement près de lui. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'adversaire va vouloir bouger, et vous dites, bah tiens, tu vas pas bouger où tu veux, mais tu vas bouger de façon aléatoire. Donc c'est un aléatoire qui n'est pas 100% aléatoire parce que justement l'idée c'est que il va quand même avoir du choix en fait. Hein. Pour la déviation, en fait, vous allez choisir dans quel ordre vous allez appliquer en fait la déviation. Hein, j'ai vu dans une autre vidéo où on vous disait qu'il fallait le faire à la suite, mais c'est pas à la suite. Hein. C'est vraiment vous lancez tous les dés en même temps. Si c'est déviation 4 par exemple, vous lancez les 4 dés en même temps et vous choisissez d'appliquer d'abord le marteau, après le soutien, etc. Ce qui fait que vous allez quand même aiguiller et qu'il y a possibilité de fiabiliser en fait justement l'orientation et de passer un petit peu où vous voulez. Et donc là l'inconvénient c'est que bien sûr pour l'adversaire ça va pas forcément embêter tant que ça. Alors, paranoïa soudaine, les combattants ennemis ne peuvent pas fournir de soutien au cours de la première action d'attaque de la prochaine activation. Ça, je pense que c'est un petit peu... Enfin, ça se rend que contre des bandes qui sont vraiment nombreuses. Bon, est-ce qu'on va jouer une carte qui sera la plupart du temps une fois sur deux inutile? Je pense pas. Surtout avec toutes les cartes qu'il y a maintenant, même quand vous avez ce paquet-là, hein, avec toutes les cartes plus votre bande de base, ça vous fait 120 cartes à choisir. Bon. Voilà. Alors, mur et essai de pointe. Réaction jouée ceci au cours de l'action d'attaque d'un combattant ami qui cible un combattant qui est piégé et sur une case de bord et ou adjacente à une case bloquée. Ce combattant ennemi subit un dégât. Donc ça, vous voyez, on est dans le trip contrôle de zone et puis justement encore une fois on va essayer de piéger, hein, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, l'adversaire, d'essayer de créer justement cette zone d'interdiction et puis justement le faire perdre une petite blessure. Alors après c'est qu'une blessure, c'est pas un point de victoire, mais dans une thématique ça peut être sympa. Révocation, choisissez un subterfuge persistant, il est défaussé. Donc ça pour l'instant c'est pas encore très puissant parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes persistantes, mais avec le temps, comme il n'y a pas de jet de dés, vous voyez, s'il y a vraiment des choses assez puissantes, ça peut être très intéressant. Résilience innée, réaction, jouez ceci quand un combattant ennemi adjacent à un combattant ami lance un sort, avant de le résoudre, jetez un dé de défense sur un blocage ou un critique, ce sort n'est pas lancé. Donc c'est une réaction qui se fait sur n'importe quel combattant, contrairement au talisman qui va être sur un personnage nommé. Bon voilà, pourquoi pas. Après là c'est pareil, est-ce qu'on va jouer une carte sachant que vous avez une chance sur deux de tomber sur une bande qui ne sera pas avec des magiciens? Voilà, donc c'est pareil. Mais après, hein, si vous construisez votre deck en fonction de la bande adverse, parce que vous la connaissez à l'avance, ça peut être justement intéressant aussi. Hein. Alors, pacte horrible, choisissez un combattant ami et une carte d'amélioration de votre main que vous pouvez lui appliquer. Ce combattant subit un dégât, s'il survit, appliquez-lui cette amélioration. Et ça, quand vous jouez Orc, c'est la meilleure carte que vous puissiez imaginer, parce que déjà d'un, ça vous exalte, ça vous met une blessure, certes, mais c'est le but de l'exaltation. Et puis surtout, vous avez une amélioration gratuite, même si vous n'avez pas de pastille. Donc ça peut être fait dès le début, tour, vous laissez l'adversaire commencer, vous jouez, enfin à la fin de son tour, du coup, vous jouez le pacte horrible, pouf, votre adversaire, enfin, si, ou même pour les nains, pour avoir un gros mouvement, pour mettre un... Enfin, moi, c'est une carte que je trouve vraiment très très intéressante et qui va, à mon avis, sûrement intégrer les decks orcs, ça c'est sûr. Et puis les autres, en fonction de ce que vous allez jouer, mais franchement, c'est une très très bonne carte. Alors, danse avec la mort. Réaction, jouez ceci après qu'une action d'attaque qui vise un combattant ami ait échoué. Vous pouvez le pousser jusqu'à 2 cases. Voilà, donc ça peut être bien si vraiment vous voulez être en mode ultra défensif et que vous savez que l'adversaire il va pouvoir vous retaper. Par exemple, il a fait une charge au tour d'avant, là on passe après au tour 2. Au tour 2, du coup, il va pouvoir faire ses actions gratuites. Enfin, ses actions gratuites, il n'aura pas besoin de faire une action de charge pour vous taper. Donc vous dites, bon, je me recule, comme ça il va faire une charge. Pourquoi pas. Après, si vous jouez avec des bandes très fragiles, souvent le problème c'est que
bon, ça va être un petit peu moins utile, voilà. À voir. Pacte impie. Choisissez un sorcier ami, il subit un dégât la première fois qu'il tentera de lancer un sort avant la prochaine étape de pouvoir. Tout combattant subissant des dégâts causés par ce sort subira un dégât supplémentaire. Et ça, je pense que ça se marie très bien avec la chaîne d'éclairs, parce que justement, l'idée c'est de rentabiliser ça au maximum et d'essayer de faire en sorte qu'il y ait vraiment plusieurs adversaires qui puissent subir des dégâts. Donc ça peut être aussi avec celui où on a vu qui mettait des dommages tout autour. Ça peut être sympa, parce que tout de suite, dès que vous mettez 2 dommages tout autour, là, ça vous fait un gros dommage de zone, donc plutôt fort. Ensuite, centre de l'attention. Choisissez un combattant et poussez vers lui de jusqu'à une case, tous les combattants à 2 cases ou moins de lui, dans l'ordre de votre choix. Si un combattant ne peut pas être poussé selon cette condition, ne le poussez pas. Et là, c'est bien, choisissez un combattant, et pas un combattant ami ou ennemi. C'est-à-dire que vous choisissez vraiment comment le faire, et justement, ça peut être très très bien avec la carte qu'on a vue tout à l'heure, pour justement créer des zones infranchissables, encerclées. Je pense que c'est une carte qui a un gros potentiel aussi, hein. Il y a vraiment des choses à faire. Et puis, tout simplement aussi, hein, avec ce qu'on vient de dire, à savoir le sort qui va mettre des dommages, voilà, celui-ci, hop. Si ce sort est lancé, tous les combattants adjacents au lanceur subissent un dégât. Vous avez ça, et puis vous avez celle qu'on a vue juste avant, qui mettait un dommage en plus. Il y a moyen de mettre 2 dommages à tout le monde, même s'ils ne sont pas adjacents au début du tour, donc c'est plutôt sympa. Défense agressive, encore une réaction, vous voyez, je vous avais dit, il y a beaucoup. Alors, jouez ceci au cours d'une action d'attaque qui vise un combattant ami. Avant de jeter les dés, vous ne pouvez pas effectuer de jet de défense, mais la cible de l'action d'attaque ne peut pas être repoussée. Et après l'action d'attaque, si le combattant ami survit, effectuez immédiatement une action d'attaque avec ce combattant contre son agresseur. Donc je pense que c'est plutôt sympa. Pourquoi ? Parce qu'il y a des combattants qui vous font des petits pics simplement, et qui sont là juste pour grignoter. Et à la limite, vous pouvez accepter de prendre une blessure, voire même de vous dire qu'il y a une chance sur 2 ou une chance sur 3 que l'adversaire ne puisse pas passer son attaque. Et du coup, en contrepartie, vous allez pouvoir gagner une petite pastille si vous réussissez à mettre le combattant ennemi hors de combat. Je pense que c'est une carte qui est assez jouable. Là c'est pareil, ça dépend des bandes évidemment, mais c'est une carte qui m'attire plutôt. Voilà. Et on enchaîne avec la dernière série, à savoir les améliorations. Alors, lame chercheuse, les résultats esquives ne sont pas des réussites contre les jets de défense contre cette action d'attaque. Donc pourquoi pas, hein, parce que c'est vrai qu'on a le fracassant. Souvent fracassant, si vous tombez, maintenant il y a de plus en plus de bandes qui sont en mode esquive, du coup ça peut être pas mal. Après, bon, juste pour mettre un dommage, est-ce que j'ai envie de jouer une amélioration pour juste mettre un dommage? Pas forcément. On devient exigeant, hein. Franchement avec toutes les cartes qu'il y a, c'est vrai que je peux paraître un petit peu exigeant, mais moi je mets dans l'optique où vous avez en fait accès à toutes les cartes. Après, c'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo, si vous n'avez pas beaucoup de paquets de cartes, franchement ça peut être intéressant, et c'est pour ça que ce paquet il est vraiment très bien, 12 € de plus. Même si vous commencez, que vous avez déjà un ami qui a la boîte de base, vous voulez juste acheter une bande, franchement, vous rajoutez 12 €, vous prenez Écho de gloire avec, vous le regretterez pas parce qu'il y a vraiment plein de cartes. Ça, quand on a plein d'autres choix, bon, c'est pas ce vers quoi on va se tourner. Par contre, quand on est limité à juste ces 60 cartes de son paquet, au contraire, ça peut être assez intéressant. Donc voilà, hop, continue. Grimoire glorieux. Alors ça, c'est un grimoire Katofran. C'est assez important parce que justement, il y a des cartes qui sont, vous verrez, qui seront liées à grimoire Katofran. Donc mettez-le dans un coin de votre tête. Action. C'est une action déjà intéressante. Si ce combattant tient un objectif, gagnez 1 point de gloire. Waouh! Sauf que placez alors un pion charge près de ce combattant. Donc c'est quand même une très bonne carte. Parce que tous les tours, pour une action, vous pouvez gagner 1 point de gloire. Et on peut le faire dès le premier tour, si on a réussi justement à scorer, si on a réussi à faire l'amélioration, si on a joué la carte qui permettait justement de mettre une amélioration. Donc c'est quand même plutôt, je pense que c'est une bonne carte. En mode objectif, j'ai envie de la jouer. Puis ne serait-ce que si vous la jouez autour d'eux, ça fait quand même potentiellement 2 points à marquer, et puis une carte d'amélioration qui rapporte 2 points, c'est plutôt carrément bien. Alors, prêt à se battre, réaction. Après l'action de mouvement d'un combattant ennemi, pendant une action de charge, vous pouvez pousser ce combattant de jusqu'à 2 cases. Il doit finir cette poussée adjacente au combattant ennemi. Alors, c'est un petit peu compliqué. Comment ça se passe? Vous avez cette amélioration sur, on va dire, celui avec le filet, là, je ne sais plus comment il s'appelle, crasse, je crois, un truc comme ça, peu importe. Un adversaire, un de vos potes se fait charger, et du coup, vous pouvez pousser ce combattant de jusqu'à 2 cases, à condition qu'il finisse adjacent. C'est-à-dire que vous venez en défense rajouter un soutien défensif, en fait. Voilà. Bon.
pourquoi pas, hein, sur une bande, alors ils mettent les gobes justement, pourquoi pas. Potion de grâce, réaction, défausser cette carte après avoir placé un pion mouvement près de ce combattant, retirez alors ce pion. Donc, petit inconvénient, c'est que si le pion a déjà été mis, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre potion, donc c'est pas rétroactif. Après, l'adversaire, il sait aussi... Alors je sais pas dans quelles conditions ça peut être utilisé, vraiment si on a besoin de beaucoup de mouvements, bon, à voir. Dans une bande qui a vraiment besoin de beaucoup de mouvements, pourquoi pas. Après, votre lecture de jeu, enfin là pour l'adversaire, elle est assez facilitée, hein, parce que il sait que vous avez ça, il va voir que vous allez bouger, enfin, ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop. Alors, fléchette de négation. 3-3-1, vous pouvez relancer un dé du jet d'attaque si la cible est un sorcier. Ça, honnêtement, je trouve ça pas mal, parce que ça fait une attaque qui porte quand même malgré tout assez loin, et puis sur 3D, si on lance un dé, on a de bonnes chances de faire un critique si on l'a pas déjà fait, et puis comme il y a, j'imagine, de plus en plus de sorciers, ça peut être pas mal, si en plus vous jouez des cartes pour tuer le chef adverse, parce qu'en général, de tout ce que j'ai vu, c'est toujours le sorcier, le chef, donc voilà. Alors, miroir fielleux, réaction. Au cours d'une action d'attaque ennemie qui met ce combattant hors de combat, avant de le retirer du champ de bataille, tous les combattants ennemis adjacents subissent un dégât. Ça peut être pas mal, parce que ça peut être dissuasif en fait. On peut imaginer que l'adversaire n'aura pas envie de venir vous frapper, parce qu'il sait qu'il va justement périr. Alors sachant qu'il y a les mêmes cartes qui existent, on peut pas les cumuler, c'est-à-dire qu'il faut bien se rappeler qu'il ne peut y avoir qu'une seule réaction pour une même cause en fait. Et vous avez des cartes en fait qui sont des subterfuges qui dit que quand un de vos combattants amis est mis hors de combat, vous pouvez la jouer, le combattant qui l'a mis hors de combat, qui est adjacent, etc. subit un dégât. Ça c'est la même chose d'amélioration. Les deux cartes ne se cumulent pas. On peut pas jouer les deux puisqu'elles sont de la même conséquence en fait. Donc on peut pas jouer deux fois la même réaction. Donc, mais bon, à voir, encore une fois, hein, je vous dis, si votre but c'est vraiment d'aller vite... En fait, il y a un moment donné, je me demandais, mais comment on fait en fait pour tuer l'adversaire rapidement, avec la carte, je sais plus comment elle s'appelle, hein, où on a un nain qui est sur un tas de décombres, qui fume sa pipe, là, c'est genre tuer l'adversaire en 2 tours, ou en même un tour, je sais plus. Je me disais, mais comment on fait? Et en fait, je pense que ça passe vraiment vers les cartes tactiques, avec beaucoup de cartes tactiques qui vont mettre des blessures, des dommages de zone, etc. Alors, armure horrible. Au début, je pensais que c'était une super chaussure orc, mais en fait, non, je pense que c'est un home et puis une épaulière. Moins 1 en blessure, pas terrible, jusqu'à un minimum de 1, bon, sauf si, bien sûr, vous la mettez sur un personnage qui n'a qu'une seule blessure, il y en a, bientôt. L'adversaire lance un dé de moins pour les actions d'attaque des combattants ennemis adjacents jusqu'à un minimum de 1. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce qu'après, on peut se dire... le point de vie que je perds entre guillemets, ça peut être une attaque en moins, donc une mort en moins. Bon, et puis des fois sur des combattants qui sont assez faibles, qui est 2 ou 1 point de vie, ça change pas grand chose. Alors je pense que c'est pareil, c'est si on a vraiment quelqu'un de très faible, je sais pas, peut-être avec comment ça s'appelle, les flamèches là, de Zench, là, on verra, pourquoi pas. Cap d'ombre, ce combattant a +1 en défense tant qu'il n'est adjacent à aucun combattant. Donc ça, je trouve ça bof en fait. Ça aurait été combattant ami, pourquoi pas, ça veut dire que le gars il va se battre seul, vous contrôlez, ok. Là par contre, l'adversaire quand il va venir souvent vous frapper, ça va être au contact. Donc, bof. Donc ça c'est si vous savez que vous allez jouer contre Farstrider ou ce genre de choses, où vous aurez beaucoup de tirs, mais sinon bof bof. Diadème de camaraderie, ce combattant a +1 en défense lorsqu'il est adjacent à au moins 2 combattants amis. Donc ça, bien sûr, si vous jouez très défensif, les Stormcast tous ensemble, tous groupir, c'est une carte que vous allez jouer, c'est certain. Endurance de champion, vous pouvez relancer un dé de défense à chaque fois que ce combattant effectue un jet de défense. Et ça, c'est très bien, parce que ça se met dans tous les decks. Dès que vous avez un perso un peu fort, vous n'avez pas envie de le perdre, c'est vraiment très bien. Ça, je trouve que c'est une carte formidable. Vous pouvez relancer un dé de défense chaque fois que ce combattant effectue un jet de défense. Voilà, si vous avez plusieurs dés en plus, c'est assez fort, donc très bonne carte. Toucher mortel, 1-1-3, et oui, 3 c'est assez fort. Placer un pion charge à côté de tout combattant blessé par cette action d'attaque. Donc c'est réservé aux magos.
Donc ça c'est le signe des magiciens. Alors bien sûr, il n'y a qu'un seul dé, par contre après il y a toujours moyen de booster ses attaques, et surtout ce qui est très fort, c'est que ça paralyse le personnage adverse, hein. Parce que si on lui met un pion charge, ça veut dire qu'il n'aura plus le droit de faire aucune action. Donc je pense que, en plus vous avez mis 3 points de dommage, ce qui est plutôt pas mal, je pense que c'est une carte qui mérite d'être jouée. Après ça expose aussi votre sorcier, qui a tendance surtout à être un petit peu loin pour lancer des sorts. À voir. Grimoire de guerre, là aussi c'est un grimoire Katofran. Action, choisissez ce combattant ou un combattant ami adjacent, sa prochaine action d'attaque a plus 1 dé. Donc c'est pas mal. C'est pas mal parce que du coup, ça peut se cumuler en fait. Vous voyez, choisissez ce combattant ou un combattant ami adjacent, sa prochaine action d'attaque a plus 1 dé. Ça veut dire que, quel que soit le moment où ça va être déclenché, parce qu'il n'y a pas de notion de plus 1 dé à la prochaine phase. Vous voyez? Donc comme il n'y a pas cette limitation, je pense que ça va se cumuler quoi qu'il arrive. Et du coup, on peut même imaginer un gars surchargé qui va avoir 5 dés d'attaque. Donc voilà, c'est intéressant. Alors, brise-lame 1, 3, 2. En cas de touche critique, vous pouvez choisir une des améliorations de la cible conférant une action d'attaque. Cette amélioration est défaussée. Et quoi qu'il arrive, c'est une arme qu'on a envie d'équiper, hein, parce que 3 marteaux pour 2 dommages, pour certains, pour des petits persos qui tapent pas fort, c'est plutôt pas mal. Et puis bien sûr, quand vous lancez 3D, vous avez une chance sur 2 de réussir à faire un critique, et donc de casser une amélioration. Alors, clé dormante, très très bonne carte. Si ce combattant n'est pas hors de combat à la 3e phase de fin, gagnez 1 point de gloire. Je trouve ça vraiment très fort. Je trouve ça vraiment très fort parce qu'il n'y a pas besoin d'être sur un objectif. Donc on va toujours préférer jouer cette carte-là plutôt que de jouer une clé, les autres clés. Donc vraiment une carte, j'allais dire exceptionnelle, mais ouais, hein, par rapport aux autres. Déjà les clés, je trouvais ça fort. Là, il n'y a pas de restriction. T'as envie à la fin, oh bah tiens, oh bah attends, juste avant la fin de la partie, j'ai petite amélioré, je vais mettre une clé dormante sur mon ami. Bah super, je vais gagner 1 point de gloire, donc plutôt cool. Position de constitution. Au cours d'une action d'attaque ou d'une manœuvre qui fait des dégâts à ce combattant, défausser cette carte, réduisez d'1 point les dégâts subis jusqu'à un minimum de 1. Bon, pourquoi pas, ça peut être dissuasif un peu pour l'adversaire, après c'est que un seul point, mais ça fait toujours l'adversaire plus difficile à... Enfin, ça vous rend toujours plus difficile à tuer, donc pourquoi pas, si vraiment, encore une fois, là vous jouez très défensif. Épée de négation, 1, 3, 2, vous pouvez relancer un dé du jet d'attaque si la cible est un sorcier. Donc voilà. Après, je veux dire, c'est pas non plus ridicule, hein, vous voyez, c'est comme celle qu'on a vue juste avant, là, l'épée. 1, 3, 2 aussi. Entre les deux, si vous savez que vous allez jouer contre un sorcier, ça peut être plus sympa. Alors, Knémide enchanté, ce combattant traite les cases fatales comme des cases normales. Bof, c'est trop situationnel, je pense. Puis il y a tellement d'autres cartes à côté, bof. Avide de gloire, plus 1 dégâts aux actions d'attaque de ce combattant qui vise un combattant avec une caractéristique de blessure de 4 ou plus. Donc, là c'est pareil, c'est plutôt situationnel, on va pas la jouer souvent. Mais si vous savez, si un jour on arrive à du side, c'est-à-dire qu'en fait un tournoi par exemple, un tournoi qui autoriserait en fait à avoir un side, c'est-à-dire des cartes que vous avez le droit de rajouter avant le début de la partie, ça peut être une carte très très intéressante. Combattant déloyal. Réaction, jeter un dé d'attaque après que l'action d'attaque de ce combattant visant un combattant ennemi adjacent ait échoué. Sur un marteau ou un critique, ce combattant ennemi subit un dégât. C'est-à-dire que vous allez attaquer, vous avez raté votre attaque, en réaction, vous jetez un dé, vous avez une chance sur 2 que le combattant prenne quand même un dommage. Donc c'est pas mal, parce que, vous voyez, c'est une amélioration, ça va être tout le temps, ça assure en fait le coup, parce que vous faites votre attaque est ratée, vous avez une réaction, vous êtes tenté quand même de mettre un point de dommage. Donc je pense que c'est une bonne carte. Hein, dans un deck très très orienté sur la poudre, c'est plutôt pas mal. Et enfin la dernière carte, l'œil du bourreau. Si vous obtenez un critique quand vous effectuez un jet d'attaque pour l'action d'attaque de ce combattant, résolvez cette action d'attaque comme si elle avait la règle fracassante. Voilà, bon, c'est pas la meilleure pour terminer, mais bon, c'est quand même une carte sympathique parce que ça peut vous faire du fracassant à distance, etc. Donc voilà. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de possibilités. Moi, je pense que c'est vraiment... ça me donne envie de construire des decks autour. J'ai vraiment envie de rajouter ces cartes dans mes decks. Donc là, il y a du boulot parce qu'il y a aussi, comme je vous l'ai dit, les 2 autres paquets de cartes avec des cartes neutres. Donc vraiment beaucoup de construction de decks en perspective. Franchement, Warhammer Underworld, c'est un super jeu. Là, en ce moment, plus j'y joue, plus je trouve ça génial.
Je fais pas mal de parties là, la semaine dernière ou aujourd'hui. Et honnêtement, je vous conseille vraiment ce jeu, je suis vraiment très emballé, encore une fois. Je vais bientôt vous faire un rapport de bataille, j'attends que Sandro ait fini la peinture de ses figurines, vous savez, il a un niveau de peinture assez élevé, donc du coup ça lui prend du temps, en plus il fait de la conversion. Voilà, mais ça devrait venir bientôt. Après, il y a tellement de bandes qui sortent vite, c'est que je pensais partir déjà sur les bandes de la boîte de base. L'idée, c'est quand il aura terminé, ça se trouve, j'aurai peint une autre bande, ça se trouve, je ferai une autre bande. Enfin voilà, on verra. Vous voyez, je m'emballe beaucoup. J'ai encore 3 vidéos à vous faire, parce qu'il y a aussi cette magnifique mallette qui mérite une petite vidéo de 5 minutes, ne serait-ce qu'on peut en parler. Donc, je suis pas couché. Merci à vous. Continuez à me soutenir, hein. Il y avait toujours les abonnés, les petits pouces-up, ça fait toujours plaisir, les commentaires aussi, ça fait toujours plaisir, et puis partagez cette vidéo, et puis à bientôt, salut à vous.